Le 6 juin 1936 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Les marins de Kronstadt, texte intégral. Titre de l'article, Ceux qui ont péri sous le canon de Lénine et de Trotsky. Par ordre du ministère de l'Intérieur, on interdisait mardi dernier la projection privée d'un film sur la famille royale de France et sa retraite du manoir d'Anjou. Par décision de la censure, les documentaires italiens les plus objectifs sont tenus dans l'ombre et déclarés, ouvrez les guillemets, contraires à l'ordre public, fermez les guillemets. Cependant, depuis 6 mois, le cinéma russe multiplie en France, avec la complicité des pouvoirs publics, les images de la spoliation du meurtre de la guerre civile. Chaque semaine voit s'ouvrir une nouvelle salle consacrée à la propagande rouge la plus effrontée, car il s'agit bien d'une propagande méthodique menée avec l'argent de Moscou. Les tarifs dérisoires pratiqués pour les places, les billets de faveur dont on inonde Paris le disent assez. Après le quartier latin, après Montparnasse, après Montmartre, c'est au tour des boulevards d'être conquis, en attendant vraisemblablement les Champs-Élysées. Pour ne parler que du commerce, cette sorte de concurrence est déjà scandaleuse dans un moment où le spectacle français se meurt, où tous les exploitants indépendants du cinéma, pris entre les taxes et les tarifs de location, se désolent devant des bilans déficitaires. Encore n'est-ce que l'avant-garde de l'invasion. On nous promet pour l'automne une centaine de films russes qui, montrés pour 3 ou 4 francs, porteront le coup de grâce au marché français du cinéma. Une telle perspective est d'autant plus insupportable que cette production soviétique destinée aux moujiks, aux kamoulks, et que le prolétariat de Moscou ou de Leningrad boude souvent, cumule la grossièreté et l'ennui. Un seul thème, jusqu'ici, a porté chance aux Russes, celui de l'insurrection en armes de la révolution militarisée. Tout, du reste, a été dit sur ce sujet depuis les premiers films d'Eisenstein, de Pudovkin, le cuirassé Potemkin, la Révolution d'octobre. Cela limite beaucoup l'intérêt d'un spectacle comme Les Marins de Kronstadt qui, malgré les soins du metteur en scène, un nommé Tzigane, malgré la sincérité des interprètes, ressemble à une réédition. Tzigane, inconnu jusqu'à ce jour, est loin de posséder la puissance plastique d'Eisenstein, que son orageux génie fait tenir en suspicion à Moscou. Tzigane est un réaliste consciencieux, sans plus. Il a profité des méthodes employées pour le film de guerre par Léon Poirier dans Verdun, par Pabst dans 4 de l'infanterie, par Raymond Bernard dans Les Croix de bois. Sa chance est d'avoir été désigné pour représenter un des épisodes les plus saisissants de la guerre civile en Russie. Aux lâchetés, aux crimes, aux forfaitures qui ont souillé les sanglants débuts du bolchevisme, les matelots de Kronstadt opposent leur intrépide et naïve figure. Ceux-là furent les révoltés de la première heure, ceux qui avaient déjà, sous le tsar, hissé à leur mât le drapeau rouge, ceux qui enlevèrent le palais d'hiver, les convaincus et les braves qui n'ont cessé de payer de leur sang. Le film de Tzigane restitue le chapitre le plus glorieux écrit par ces rudes aventuriers, le Dixmoun bolchevique. C'est au mois d'octobre 1919, aux heures les plus farouches et les plus indécises de la guerre civile. Le général blanc Goudenitch menace Petrograd. Un régiment de tirailleurs rouges, formé par les débris des anciennes unités et par les volontaires ouvriers, tiennent la principale position sur la route de la ville. Un détachement des marins de Kronstadt, mené par un commissaire du peuple, vient les appuyer. Les tirailleurs doivent obliquer sur la droite. Les marins restent seuls pour recevoir le formidable assaut ennemi. Ils luttent à 30 contre 1. Ils sont finalement écrasés. Un colonel blanc fait noyer du haut d'une falaise une pierre attachée au cou les survivants. La scène, si elle est fort plausible, est toutefois moins historique que le massacre de plusieurs milliers de prisonniers blancs ordonné quelque temps plus tard en Crimée par le sadique juif Bela Kun. Un marin qui a gardé un couteau dans sa ceinture parvient à se dégager. Il revient à la surface. Il gagne Kronstadt en canot avec un déguisement de femme. Il alerte l'escadre. Les canons des croiseurs viennent à l'aide des tirailleurs qui allaient succomber à leur tour. Les compagnies de débarquement prennent par derrière les assaillants blancs et les envoient à baïonnettes aux reins rejoindre dans la Baltique les morts du premier détachement.
Le film a plus d'allure que le puéril et monotone Tchapaïev sans jamais atteindre aux violences magistralement stylisées d'Eisenstein. Il faut que les mitrailleuses crépitent pour arracher Tzigane à une narration assez lourde, qui décrit exactement mais lentement l'atmosphère désolée de Kronstadt, le grand port balte, dans la 6e année de la guerre, le 30e mois de la Révolution, sous les brumes et le vent amer de l'automne nordique. La bataille gonfle le spectacle d'un souffle épique. Plus d'un détail rappelle l'héroïsme ingénu des images d'Épinal. Le tirailleur allumant une cigarette sur le toit du tank qu'il vient de conquérir à coups de grenade. Le marin qui abat 3 blancs à bout portant en plein assaut puis affecte d'essuyer son revolver, de souffler dans le canon. Mais ces détails de vignettes sont brassés, emportés par le mouvement, se confondant avec la tragique vérité d'un paysage de steppe poussiéreux et nu, d'une armée de fortune, affamée et loqueteuse. On donne pour prétexte à l'autorisation de ce spectacle que c'est une leçon de patriotisme, singulière leçon administrée aux accents de l'international. On voudrait faire croire au public que les Rouges se battaient contre un envahisseur étranger, comme s'il n'était pas notoire que les quelques détachements, beaucoup trop maigres, hélas, expédiés par les Alliés, n'eurent qu'un rôle infime dans cette guerre acharnée des Russes contre les Russes. Les seuls films, 1 sur 100 peut-être, dignes de quelque intérêt que Moscou puisse exporter, sont des appels à l'assassinat, au combat fratricide. La projection des marins de Kronstadt aboutit à des scènes ridicules ou scandaleuses. Ridicule la première, en hermine et en habit, avec une opulente bourgeoisie de presse, de finance, de politique, d'agiotage, pâmée dans une russophilie imbécile, acclamant les multinés de Kronstadt comme naguère elle applaudissait leurs oncles et leurs pères, les matelots de l'amiral Havelann. Scandaleuse, ces matinées populaires où l'étudiant indo-chinois, le manœuvre marocain, la jeune institutrice, le petit télégraphiste et le métallo de Saint-Ouen viennent avaler une dose corsée de lyrisme révolutionnaire et s'émouvoir dans le début du programme, à l'image de Staline, riant derrière ses moustaches de tyran asiate, à 2 bambins. Ce qu'ils ne savent pas, c'est l'épilogue de cette épopée que Tzigane s'est bien gardé de rapporter. À la fin de l'hiver 1921, après 3 ans et demi de communisme, la Russie agonisait de faim et de froid. Le pain, le charbon avaient disparu des villes. Les marins de Kronstadt, naïfs comme tous les héros, pensèrent que le temps était venu d'élever une nouvelle protestation, pacifique cette fois, puisqu'elle s'adressait à la République du peuple, et que la République comprendrait aussitôt. Moscou répondit en décrétant l'état de siège. Quand les marins exaspérés eurent repris les armes, Lénine et Trotsky les firent massacrer sur la glace du port par leurs prétoriens, leurs mercenaires, les gardes rouges et les nouveaux régiments d'élèves officiers. La commune des marins de Kronstadt, orgueil de la Révolution, fut étouffée dans le sang le 18 mars 1921, jour anniversaire de la Commune de Paris.